L'Ukraine en effondrement n'est pas une exagération médiatique. C'est la description qu'utilisent de plus en plus d'analystes militaires face aux faits sur le terrain. En septembre 2025, la Russie a intensifié son offensive dans l'est de l'Ukraine et conquiert en moyenne entre 600 et 700 km² par mois, soit pratiquement le double de ce qu'elle avançait au début de l'année. Ces gains peuvent sembler minimes sur la carte, mais sur le champ de bataille, ils représentent un changement radical. Des villages entiers disparaissent, des infrastructures sont prises, des routes d'approvisionnement passent sous contrôle russe. Et chaque mètre gagné coûte cher en vies humaines. L'état-major ukrainien estime que Moscou a perdu plus de 36 000 soldats par mois en 2025, un chiffre qui révèle non seulement la brutalité, mais aussi la logique de la guerre d'usure. Pour l'Ukraine, le défi est encore plus grand. Résister sans la même profondeur de ressources, sans renouvellement d'équipements à la même échelle, et avec un Occident de plus en plus divisé sur la question de savoir jusqu'où il vaut la peine de soutenir le conflit. Avant de continuer, commentez. Pensez-vous que cette guerre se dirige vers une victoire russe inévitable ou qu'il reste encore une chance de retournement ukrainien? Sur le plan militaire, la Russie mise sur une stratégie claire, gagner du terrain lentement mais sûrement, en consolidant chaque zone conquise avec des infrastructures civiles et militaires. Le récit des territoires temporaires ne tient plus. Moscou construit des routes, des lignes électriques et même des centres administratifs dans les régions annexées, signalant que l'intention n'est pas de se retirer. De l'autre côté, l'Ukraine tente de répondre par des mouvements risqués, comme l'offensive surprise dans l'oblast de Koursk, à l'intérieur même du territoire russe. Cette attaque a non seulement forcé Moscou à déplacer des troupes et des ressources, mais elle a également montré que Kiev est encore capable de surprendre. Mais le prix est élevé. Chaque incursion exige une logistique, des armes et des hommes que l'Ukraine peine à remplacer au même rythme que la Russie. La guerre, autrefois perçue comme un conflit de quelques mois, est devenue une impasse prolongée, où les deux camps subissent des pertes massives, mais où un seul est capable d'absorber ces pertes sans s'effondrer immédiatement. C'est ce déséquilibre structurel qui explique pourquoi de nombreux spécialistes décrivent déjà la situation comme une spirale d'usure favorable à Moscou. La guerre en Ukraine n'est plus seulement un conflit territorial, elle est devenue une épreuve brutale de résistance. Selon des rapports récents, les pertes sont massives des deux côtés, mais ce qui frappe le plus est la moyenne russe, environ 36 000 pertes mensuelles en 2025. Pourtant, Moscou parvient à reconstituer ses effectifs, grâce à son immense réservoir humain et à une machine d'État presque entièrement dédiée à l'effort de guerre. L'Ukraine, avec une population plus réduite et une économie dévastée, risque tout simplement de ne plus avoir assez d'hommes pour tenir les lignes de front. C'est à ce stade que surgissent les fissures au sein de l'Occident. Tandis que Kiev réclame davantage de soutien, des pays comme l'Allemagne réduisent leur contribution en invoquant l'austérité, et les États-Unis, sous la direction de Trump, jouent sur une rhétorique ambiguë, promesse de mettre rapidement fin à la guerre, mais aussi signaux qu'ils pourraient accepter des concessions territoriales à la Russie en échange d'un accord commode. Pour beaucoup à Kiev, cela sonne comme une trahison voilée, un marché conclu sur le sang ukrainien. Cette divergence occidentale affaiblit encore davantage la position de l'Ukraine, qui se bat non seulement contre Moscou, mais aussi contre l'érosion de la confiance dans ses alliés. La division entre l'Europe et les États-Unis est aujourd'hui le plus grand atout de Moscou. Tandis que Paris et Londres dirigent une coalition de volontaires de 26 pays pour garantir la sécurité ukrainienne après la guerre, allant jusqu'à envisager l'envoi d'une force de stabilisation terrestre et aérienne, Washington suit une autre voie. Trump insiste sur des solutions rapides, presque transactionnelles, offrant des incitations économiques à la Russie en échange d'une paix immédiate, même si cela signifie reconnaître des annexions illégales. En pratique, deux projets s'affrontent, l'européen à long terme et institutionnel, et l'américain à court terme et centré sur le spectacle politique. Poutine le sait et exploite chaque fissure, discréditant les propositions européennes comme irréalistes sans l'appui de Washington, tout en faisant des clins d'œil à un éventuel accord avec Trump. Pour Kiev, c'est un cauchemar diplomatique. Comment négocier lorsque vos propres alliés divergent sur votre avenir? Cette fragmentation occidentale fragilise non seulement l'Ukraine, mais renforce également le récit russe selon lequel l'Occident est fatigué et divisé. Et vous,
Pensez-vous que l'Ukraine est devenue un pion de négociation entre grandes puissances ou qu'il existe encore un véritable engagement à la défendre jusqu'au bout? La guerre est aussi devenue un laboratoire technologique à grande échelle. Les chiffres impressionnent. En une seule nuit, la Russie a déjà lancé près de 500 drones contre des positions ukrainiennes, tandis que Kiev réplique en frappant en profondeur à l'intérieur du territoire russe. La prolifération de ces équipements bon marché et meurtriers a transformé la dynamique du champ de bataille. Les systèmes de défense aérienne, qui coûtent des millions par unité, doivent être activés contre des essaims de drones valant des milliers de dollars. Un déséquilibre économique qui favorise celui qui peut produire en masse, et dans ce cas, la Russie a l'avantage. Mais ce n'est pas tout. L'intelligence artificielle est désormais pleinement entrée en guerre. Des algorithmes d'IA sont utilisés pour optimiser les routes des drones, accroître la précision des frappes et même coordonner des cyberattaques contre les réseaux d'énergie et de communication. Cela signifie que le conflit n'est plus limité aux tranchées, mais atteint aussi des hôpitaux, des écoles et des villes entières, brouillant la frontière entre front militaire et vie civile. Ce qui est testé aujourd'hui en Ukraine pourrait bien devenir la norme des guerres futures, et cela devrait inquiéter tous les pays du monde. Alors que les chars s'enlisent dans la boue et que les drones illuminent le ciel, une question cruciale s'impose. Combien de temps l'Ukraine peut-elle résister? L'usure humaine et matérielle est brutale. Des villages entiers ont été détruits, des millions de civils déplacés et une économie en effondrement absolu. Le problème est que, même face à cette dévastation, la Russie semble avoir adopté une stratégie de guerre longue, sans précipitation, confiante que la fatigue occidentale fera le travail à sa place. Moscou sait que chaque élection en Europe ou aux États-Unis peut signifier moins d'armes, moins de financement, moins d'attention médiatique. Kiev, de son côté, doit combattre deux ennemis en même temps, l'armée russe et l'horloge politique occidentale. À chaque retard dans les nouveaux paquets d'aide, les soldats ukrainiens se retrouvent sans munitions, sans blindés, sans défense anti-aérienne. Et le paradoxe est cruel. L'Ukraine a montré sa capacité à surprendre et à résister, mais sans soutien constant, elle peut être écrasée lentement. C'est ce jeu de patience additionné à la brutalité des combats qui explique pourquoi tant d'analystes décrivent la situation comme un effondrement au ralenti. L'avenir de l'Ukraine ne se jouera pas uniquement dans les tranchées de Donetsk ou dans le ciel de Koursk. Il se dessinera dans les salles de négociation de Washington, Paris et Moscou, où chaque dirigeant calcule non seulement l'issue de la guerre, mais aussi le coût politique interne de ses choix. Le problème est que plus la guerre dure, plus de vies sont perdues, et plus l'Ukraine s'approche d'un point de non-retour. Si l'Occident veut réellement empêcher une victoire russe, il devra assumer un engagement beaucoup plus lourd, avec des troupes, de l'argent et des risques de confrontation directe. S'il ne le fait pas, il signalera à Moscou qu'elle peut obtenir par la force ce qu'elle ne parvient pas à obtenir par la diplomatie. C'est dans ce dilemme que le monde observe en silence. Jusqu'où l'Ukraine est-elle une valeur à défendre et jusqu'où n'est-elle qu'une monnaie d'échange? Et vous, pensez-vous que l'Ukraine puisse encore résister et se relever comme nation souveraine? Ou est-elle condamnée à être rappelée comme la scène où l'Occident a laissé mourir sa crédibilité? Laissez votre avis en commentaire.